bonsoir tout le monde. Bienvenue sur le plateau Colidé. Bienvenue à cet événement Parlons Plaisance, Parlons Club One. Alors, quelques règles avant de démarrer cet événement digital, quelques règles pour que ça se passe pour le mieux. Vous avez vu passer certainement un certain nombre de messages. Si vous le pouvez, activez votre caméra pour plus de convivialité. Merci de bien remplir vos noms et prénoms pour qu'on puisse rapidement vous identifier les uns les autres. Et puis, si nécessaire, pensez à débrancher le micro, surtout si vous avez des bruits parasites autour qui peuvent intervenir. Je laisse la parole à Thierry qui va nous faire l'introduction donc de cet événement Parlons Plaisance, Parlons Club One. Bien, bonsoir à tous et c'est un vrai plaisir de se retrouver ce soir, même si c'est dans des conditions particulières. Des conditions particulières qui nous sont imposées depuis un certain temps, vous le savez, mais finalement qui nous donnent encore plus de plaisir à nous retrouver, même si c'est en digital. Alors bienvenue aux membres Club One, aux futurs membres Club One, aux nouveaux membres, aux partenaires, à tous ceux qui s'intéressent à la plaisance ce soir et qui ont répondu présents à notre invitation pour ce nouvel événement Ethics Yachting. Alors, comme je le disais à l'instant, il se fait dans des conditions particulières, puisque tout est en digital ce soir. Et Séverine comme moi, nous sommes actuellement sur notre plateau de concertation à Ethics Group à Toulouse, pour ceux qui connaissent. Et nous avons plaisir à vous accueillir ici parce que c'est le siège de nombreux événements malgré tout, malgré ce confinement, malgré ce fléau qu'est le Covid-19 qui nous empêche de rayonner comme on le voudrait. Alors, je vais parler un petit peu au titre à la fois d'Ethics Group dans cette introduction, Ethics Group, et puis ensuite Ethics Yachting. Pourquoi ? Parce que dans les fondements d'Ethics Group, nous avons la volonté de chercher les moyens depuis 24-25 ans maintenant d'agir et de bien vivre ensemble, en pariant sur deux choses, l'intelligence collective et la bienveillance. Alors, par les temps qui courent, il est évident que c'est dans un champ de solidarité qu'on se sortira de cette situation, de cette crise. Nous avons une mission sociale et environnementale tous, et c'est la relation qui nous unira dans le redressement à la fois de notre pays, de notre économie, mais dans les relations sociales aussi, qui feront qu'on s'en sortira par le haut. Et probablement que dans ce contexte difficile, encore une fois, les besoins de rêve, les besoins d'évasion, les besoins de lâcher prise sont vraiment réels. Alors peut-être qu'on se rend d'ailleurs beaucoup plus compte aujourd'hui qu'on a besoin de tout ça dans notre vie quotidienne. Et donc le pari d'Ethics Yachting, à l'image de ce que souhaite porter Ethics Group, c'est finalement de proposer un levier dans le monde de la plaisance pour aller dans ce sens-là et aller dans le sens d'un monde à la fois responsable et vers une plaisance 100% responsable et 100% plaisir. Vous le savez, à l'échelle d'Ethics Yachting, on a voulu porter une dynamique nouvelle au sein de la plaisance avec la notion de l'usage, la plaisance par l'usage, par le partage et par le rassemblement, de façon à finalement à élargir le champ des plaisirs, mais aussi à élargir le champ des accédants, qui est beaucoup plus de gens qui puissent côtoyer ces environnements qui, si vous êtes là ce soir, vous plaisent particulièrement, et vous savez ô combien ils nous permettent de nous évader et d'aller recharger les énergies. Alors, réussir une entreprise comme Ethics Yachting, lancer le Club One, Club Events, sur lequel je reviendrai, ça ne marche que si on crée une synergie d'acteurs, synergie d'action, et qu'on rassemble les forces. Des forces qui sont exogènes, endogènes, qui sont diverses et variées, de telle sorte à ce qu'on réussisse quelque chose de nouveau, qu'on réussisse à rassembler à la fois des usagers, des partenaires, des collectivités, des capitaineries, tout cela
tous ces acteurs, et j'en oublie certainement, tous ces acteurs ont un rôle effectif à jouer quand on veut transformer une dynamique comme on est en train de lancer, et en tout cas la concrétiser. Alors, pour se différencier, Ethics Yachting a choisi de lancer Club One, et certains en témoigneront, autant par l'usage qu'en propriété, et ça marque très concrètement ce qu'on souhaite faire tous ensemble. Alors je me demande si aujourd'hui, Club One ne devrait pas être remboursé par la sécurité sociale tant on a besoin de s'évader, comme je le disais tout à l'heure. En tout cas, ce qu'on souhaite créer au travers de Club One, c'est une vraie résonance. Une vraie résonance pour soi, pour le plaisir qu'on prend à naviguer, à partager ces moments-là, pour le plaisir qu'on prend aussi avec les autres, donc une résonance avec les autres, peut-être le monde, mais en tout cas, assurément, avec la nature. À côté de Club One, je le rappelle, on a créé également Club Events, dont l'objet, finalement, est de partager les plateformes avec des acteurs qui ne le côtoieraient que le temps d'un séjour. La volonté d'organiser des événements professionnels et particuliers. Là aussi, vous aurez quelques illustrations aujourd'hui par des témoignages et des vidéos. Et enfin, le dernier point, en termes d'activité, je ne les décline pas dans chacun des clubs, c'est l'activité d'accompagnement et de conseil à la vente et l'achat de bateaux. Et je le distingue bien de la notion de brokerage assez classique, puisque même cette année 2021, qui est une année très particulière pour nous tous, et pour Ethics Yachting aussi, nous avons décidé de réorienter cette dynamique-là et de ne plus faire du brokerage pour ceux qui nous connaissaient sous cet angle-là, sur des plus petits bateaux ou des bateaux plus anciens et moindre qualité, puisque notre objectif, c'est d'aller vers de la navigation beaucoup plus responsable, beaucoup plus équilibrée, et également, j'irai partager avec les ports une dynamique de désengorgement. Bien, alors, tout cela, je l'ai dit, Club One, Club Event, Ethics Yachting, en fait, c'est rien sans vous. Vous êtes quelques-uns ce soir, vous étiez quelques autres les événements précédents. Petit à petit, ce réseau, ce maillage, cette communauté s'étend et ça fait bien plaisir. Et elle est en train de prendre une belle dynamique. Vous le verrez au travers des rencontres, nouvelles rencontres qu'on a fait cette année, puisque le Covid est venu contrarier quand même nos activités et avec la fermeture des agences, bien évidemment, et l'interdiction de naviguer à certaines périodes. Mais comme je le disais, tout cela ne peut pas se faire sans votre présence, sans votre soutien, sans votre accueil. Et je parle aussi bien des plaisanciers que des partenaires, ceux avec qui on crée des offres, puisque Ethics Yachting rayonne dans le sens où son réseau s'étend avec des partenaires locaux pour proposer des produits et des activités locales. Et là aussi, vous aurez quelques témoignages en ce sens-là et quelques nouvelles offres qu'on vous présentera. Et dernier point, ça ne peut pas se faire non plus sans les capitaineries et sans les collectivités qui gèrent, vous le savez, sur notre côte vermeille, les ports aujourd'hui. Je sais qu'il y a des ambitions. J'espère que M. Chemla est là, il pourra témoigner de l'ambition de son port. Mais nous avons des contacts resserrés avec chacun d'eux. Et je crois que c'est un élément fort d'attractivité pour notre région, une nouvelle ambition et surtout dans la dynamique, encore une fois, que l'on connaît. Donc, clairement, le message que je souhaiterais vous faire passer dans cette introduction, c'est qu'il nous revient à tous, finalement, de profiter de cette dynamique à l'échelle des intérêts particuliers, mais aussi des intérêts communs, et d'en faire profiter le plus grand nombre. Ça veut dire que si vous avez des parents, des amis, des collaborateurs, un réseau qui peut être intéressé pour se joindre à nous, pour se joindre à cette communauté, pour rendre tout cela efficace, efficient, alors c'est à vous de jouer.
quelques informations avant de repasser la parole à Séverine sur l'impact Covid-19 sur notre activité. Au-delà des agences et du fait qu'on n'a pas pu naviguer comme on le souhaitait, vous le savez tous, ça ne nous a pas empêché de faire des événements. Là aussi, vous aurez quelques illustrations, sauf que tous les événements professionnels que l'on faisait les années précédentes, cette année, effectivement, ils n'ont pas eu lieu et vous comprenez pourquoi. Par contre, ils ont été remplacés, et ça c'est très positif, par des événements particuliers qui ont permis de faire sortir nos différents bateaux. Vous verrez également qu'on n'a pas chômé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et notamment la création de notre agence d'Emporia, vous le saviez, mais elle est allée jusqu'au bout, et donc elle est bien en place, et nous vous dirons un petit peu plus, vous allez découvrir à présent ce que nous avons fait dans cet intervalle de temps avec toute l'équipe, que je tiens à remercier particulièrement. Bon, il y a une équipe qui est derrière à la régie et qui travaille ardemment pour que ces événements, les événements comme ce soir ont lieu. Donc je remercie Jean-Régis et Clément, et puis je remercie également l'équipe Ethics Yachting, Maud que vous connaissez, Estelle aussi que vous avez croisée, Séverine que vous croisez ce soir, Marie, Marc, Stéphane et tous ceux qui interviennent de près ou de loin sur Ethics Yachting, et ils sont particulièrement nombreux pour être à votre service et réaliser les offres en partenariat que l'on souhaite développer tous ensemble. Voilà pour cette introduction. Je passe à nouveau la parole à Séverine qui est à côté de moi et qui va vous accompagner sur ce programme. Merci Thierry pour cette introduction. Alors c'est sûr que beaucoup d'entre vous ont navigué cet été. Comme le disait Thierry tout à l'heure, nous on n'a pas chômé. Covid ou pas Covid, il y a plein de choses qui se sont passées cette année. Et Thierry, je vais te demander de te déplacer, de laisser la place à Estelle. Merci bien. Et on va commencer tout de suite sur toute notre actualité. Alors il y a beaucoup de choses, j'espère qu'on aura le temps de tout passer, de vous laisser aussi témoigner de votre été. Le premier sujet, peut-être pour laisser dans la continuité de ce qu'a dit Thierry, c'est le sujet des séjours, puisqu'il y a des séjours qui se sont passés cet été. Alors oui, beaucoup moins que ce qu'on avait prévu, certainement, beaucoup moins de professionnels, ça c'est évident, mais néanmoins de belles réussites. Estelle, tu peux peut-être nous en dire deux mots ? Alors oui, effectivement, on a eu quand même de beaux séjours cet été. Nous avons eu notamment un séjour avec Bernard et ses fils qui étaient là pour la prise en main, pour s'essayer à la navigation sur un catamaran, et qui a d'ailleurs ensuite aussi, à la suite de ça, fait un séjour professionnel avec toute son équipe pour pouvoir se retrouver malgré les conditions que nous connaissons. Ensuite, nous avons aussi eu une famille russe qui était là pour les vacances et qui avait besoin de changer d'air, d'être libérée et sans pression, pareil, dû aux conditions que nous connaissons actuellement. Et surtout aussi, nous avons eu Kevin, une personne qui était habituée à faire des séjours du côté de Cannes et qui nous a découvert via notre site internet, et qui a découvert que du coup que c'était possible aussi de le faire sur la Côte Vermeille, un coin qu'il adore particulièrement. Et il a donc voulu marquer le coup pour l'anniversaire de sa compagne. Et donc nous avons mis au point toute une journée sur mesure où on a revu la déco en fonction de ce qu'il souhaitait, le trajet aussi en bateau forcément. Et donc il y a eu plusieurs temps forts pendant cette journée. Donc il y a eu le premier temps, je dirais, c'est quand ils sont montés à bord, où ils ont découvert l'Ethics, donc le Ferretti 550, et ils ont été émerveillés par l'agencement de ce bateau et les prestations qu'il proposait. Ensuite, il y a eu le moment du repas dans la baie de Collioure. Donc là, forcément, il y avait un paysage qui s'offrait à eux à 360. Ils avaient vu sur toute la côte de Collioure et notamment au loin. Et c'est un repas qui s'est du coup déroulé dans la sérénité et dans la joie, puisque du coup nous avons pris énormément de temps à cet endroit-là. Et ensuite nous avons navigué vers Polille, où là par contre ils ont pu profiter d'un moment plus calme, plus serein, et où ils ont pu profiter du beau soleil qu'il y avait. Mais je pense que les images seront plus parlantes, et donc je vais vous laisser les visionner.
Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, vous aura un peu aidé à vous évader le temps de quelques minutes. Du coup, suite à tous ces séjours qu'on fait sur mesure, nous avons mis en place sur notre site internet un configurateur qui permet en fait aux personnes avec qui on travaille de faire au mieux, monter au mieux leur séjour avec les activités qu'ils souhaitent et les services dont ils ont besoin. Je vais maintenant repasser la parole à Séverine qui va vous parler aussi d'un autre temps fort que nous avons vécu pendant cet été. Alors effectivement, donc ça s'est passé en fait l'an dernier, mais c'est passé cette année dans notre actualité. Vous l'avez peut-être vu, certainement d'ailleurs, on l'espère. L'émission sur TF1 dans laquelle Ethics Yachting a été mis en valeur, une émission à 1 heure de grande écoute avec une présentatrice plutôt célèbre et il se trouve qu'on a gagné le prix des meilleures vacances. Voilà. Donc très fière de ce reportage qui était magnifique et qui donnait vraiment envie. Ça, c'était aussi notre actualité, passage sur une grande chaîne. Merci Estelle pour ces éléments sur le marketing, sur l'offre, sur tout ce qui a été fait sur le site internet et puis sur les séjours, bien sûr. Alors, autant d'éléments qui serviront certainement, probablement l'an prochain. On espère une année qui reboostera le développement de la plaisance. Vous le savez certainement aussi, donc le Cannes Yachting Festival a été annulé cette année. De justesse. Bon, il y a eu plusieurs rebondissements, mais le groupe Ferretti a voulu garder la journée qu'ils organisent tous les ans la veille du boat show à Monaco. Donc c'est un événement qui réunit essentiellement les distributeurs, les partenaires, mais aussi c'est l'occasion pour nous d'inviter du monde. Donc on était bien évidemment présents. Maude, un mot sur le salon ? Alors oui, bien sûr, le Private Prelude Monaco, quel événement. Donc la marque Ferretti, le groupe a su se démarquer vraiment en organisant la seule rencontre nautique de l'été. Et là, Ethics Yachting, en tant que partenaire Ferretti et Pershing, a participé à ce show. C'était un show vraiment d'exception face à la Marina de Monaco. Et c'était l'occasion de revenir aussi sur les succès du groupe, ainsi que la vision à moyen et long terme en cette période particulière, et aussi d'exposer les tout derniers modèles que vous pouvez voir en image, comme le Pershing 7X ou le Ferretti 500. Alors c'était une vraie rencontre privilégiée à laquelle nous avons convié Sandrine avec grand plaisir. Et je vais lui laisser dire 2 mots. Sandrine, je crois que tu es avec nous. Tu as pu découvrir de belles unités à Monaco en ma compagnie. On aimerait savoir quel regard tu as porté sur cette expérience. Qu'est-ce que tu pourrais partager un petit peu au reste du groupe? Sandrine, est-ce que tu me reçois? Je crois qu'il va falloir enlever juste le code muet. Allô, vous m'entendez? Oui, ça y est, nous t'entendons. Super. Voilà, bonsoir à tous. Oui, effectivement, j'ai eu la chance de venir avec toi, Maude, aux rencontres nautiques à Monaco. Déjà, moi, ça m'a permis de mieux connaître Ethics Yachting, de vous rencontrer et de mesurer la taille humaine de votre projet et puis d'y adhérer puisque par la suite, on s'est revus parce que bon, on ne se connaît pas non plus depuis très très longtemps et puis on s'est revus à l'occasion du salon de Cannes dont on parlera, je suppose, tout à l'heure. Voilà, donc pour moi, ça a été l'occasion de voir de très très belles unités récentes et des bateaux magnifiques, de pouvoir appréhender pour moi, pour le futur, comment en fait les architectes utilisent le moindre centimètre carré dans les bateaux, comment ils sont présentés. Là, je pense que malgré qu'on ait affaire justement à des très très beaux bateaux, j'ai pu constater, et je pense que tu es d'accord avec moi, que l'accessoirisation sur la présentation des bateaux n'était pas, voilà, je pense qu'il y a encore des petits progrès à faire de ce côté-là, voilà, et faire évoluer un petit peu les mentalités. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On compte bien le faire ensemble, on en discutera un peu plus profondément tout à l'heure.
Merci, Séverine, merci Sandrine, merci Maud pour ce témoignage. On le sait à Monaco, la beauté des bateaux n'a d'égal que la qualité des petits fours qui sont offerts par Ferretti. C'est toujours un plaisir, c'est toujours époustouflant Monaco. Je suis allée qu'une fois, mais enfin, je pense que cette année c'était un peu du même acabit. Autre sujet dans notre actualité, donc Thierry en a dit 2 mots tout à l'heure, l'agence d'Emporia Brava. Alors on a commencé à en discuter en novembre dernier. Voilà, donc ça fait pile 1 an. Elle a ouvert, on va dire, cet hiver. On devait ouvrir pour Pâques. Malheureusement, le Covid est arrivé, mais on s'est activé avant et puis on s'est activé après. Une agence qu'on a ouvert en partenariat avec Ventura Yacht, pour ceux qui les connaissent, qui sont à Marbella, à Majorque, avec une agence à Barcelone et une à Londres. Et l'idée étant, vous l'aurez compris, de couvrir le nord de la côte espagnole, donc pour faire le lien entre le sud que couvrait très bien Ventura Yacht et nous qui étions plus sur la partie le sud de la France. Donc voilà, ça c'était notre ambition stratégique. L'agence a ouvert. Merci au passage à l'équipe qui s'est démenée tout l'été pour couvrir les 2 agences Saint-Cyprien et Emporia qu'il fallait aménager, qu'il fallait installer. Alors un été très calme, mais merci malgré tout à Maud, Lisa et Luna qui ont été très actives cet été, donc une équipe de choc là-bas. Emporia, pour ceux qui connaissent, je pense que vous avez tous mis un pied là-bas, qui êtes, on va dire, passionnés de plaisance. C'est un port de référence, on peut le dire, avec de très belles unités. Donc pour nous, c'est un emplacement stratégique. Et puis il se trouve que l'agence elle-même est à un endroit qui est idéal. Voilà, à l'occasion, passez nous voir, on sera ravis. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué d'y aller, mais une agence qui va faire de la vente de neuf, de la vente d'occasion bien sûr, et surtout dans laquelle on peut promouvoir le Club One. Voilà, pour continuer donc sur la question des points d'ancrage dans nos ports, je vais laisser la parole à Thierry et Daniel. Je ne sais pas si Daniel est avec nous. Je crois qu'il n'est pas connecté encore. Ah, il n'est pas connecté. Alors peut-être qu'on peut parler. Alors on devait visualiser peut-être nos points d'ancrage et on a globalement on imagine pouvoir étendre encore ces points d'ancrage. Aujourd'hui, on a déjà quelques ports, mais on a d'autres idées pour l'avenir. Alors effectivement. Sur les ports, il y a de l'actualité permanente. Vous le savez, on est basé à Canet, Saint-Cyprien, occasionnellement à Collioure, puisque nous avons la Boéthique Yachting également. Et en ce moment, à Banyuls, le port est en train d'être refait. Donc on est candidat aussi pour occuper un certain espace, certaines amarres sur le port restauré de Banyuls, dont les travaux doivent se finir normalement pour le printemps. Bon, pour la fin mars, si tout va bien. Donc ça va venir compléter, j'irai, toute notre position sur la côte Vermeille désormais. Alors juste un mot. Banyuls, il y a une nouvelle dynamique avec ce port qui refait, mais Canet est également dans une dynamique assez offensive pour faire en sorte que leur port devienne un port aussi où il y a du service premium notamment, et on a eu pas mal d'échanges avec eux puisqu'ils voient un intérêt tout à fait particulier avec le positionnement de Club One et tout le principe du bateau par l'usage. Donc leur intérêt aujourd'hui manifesté nous permet d'avancer. Donc il y a des discussions au niveau de l'Union des villes portuaires avec les différents capitaines de port pour faire évoluer tous ces dispositifs. D'ailleurs, je fais un clin d'œil et on va en parler un peu plus tard dans cet événement au bateau électrique. François nous en parlera tout à l'heure, mais il est prévu également que dans ces ports-là, il y ait un pourcentage de places qui soit réservé désormais pour les bateaux électriques. Donc on voit qu'il y a une dynamique intéressante au niveau des ports qui se sont peut-être ankylosés pendant quelques années, et aujourd'hui il y a un champ d'investigation intéressant avec des personnes qui ont envie de créer un renouveau. Et donc avec le port de Canet, on est en train d'avancer sur un certain nombre de sujets autour du Club One, mais vous serez intéressés. Alors je regrette, Monsieur Chemla, du responsable de la capitainerie à Canet, devait nous rejoindre. Il a dû avoir un empêchement, mais on l'enregistrera et on vous diffusera son interview qui sera très intéressante au demeurant.
Merci Thierry. Donc on voit beaucoup d'innovation dans les ports et ça c'est très bien. Alors tu as quand même oublié au passage, je tiens à le souligner, qu'on a été un peu contrarié sur Emporia, mais on devait avoir une place à Emporia, donc ça aurait élargi encore le spectre de nos ports d'ancrage en Méditerranée. Et c'est vrai, mais nous l'avons. Mais voilà. Alors on va parler un petit peu de Club One et on va laisser la parole aux plaisanciers. Avant cela, peut-être une petite introduction, Thierry, sur Club One, sur la vision qu'on a et sur l'élan que c'est en train de prendre. On va avoir beaucoup de témoignages dans la foulée qui vont montrer que les choses s'accélèrent et on espère que 2021 sera la vraie année d'accélération. Peut-être un petit mot d'introduction, Thierry ? Alors le Club One est maintenant est dans la bonne dynamique. Je crois qu'on a eu pas mal d'exemples, et notamment au dernier salon de Canet en Roussillon et sur le catamaran d'occasion. Mais là, je laisserai Maud en parler un peu plus tard. On attend simplement Philippe Christophe pour son témoignage sur le Club One. Je ne sais pas s'il est connecté à présent. Une petite minute normalement. Voilà, donc 1 minute. Donc on va peut-être passer, Maud, la parole à Frédéric Frendo-Rosso qui pourra témoigner du Club One, mais à sa façon, parce que lui nous a découvert, je pense, à ce salon de Canet-en-Roussillon. Et depuis, il nous a rejoints dans la communauté des membres du Club One. Et on le remercie et on lui souhaite bien évidemment la bienvenue. Alors peut-être avant de lui donner la parole, un mot sur ce salon qui a été particulièrement dynamique parce que certainement l'un des seuls cette année, vous le savez, à être maintenu. Et dynamique aussi pour nous. Ça a été une très bonne surprise. Parce que Club One a fait écho, comme pourra le dire Frédéric. Il n'a pas été le seul. On a eu vraiment de très bons contacts et une très belle réception de la dynamique Club One. Donc, si ce confinement n'était pas intervenu à nouveau, je pense que les choses seraient déjà très accélérées. Voilà, que de belles choses. Et je laisse la parole à Maud et à Frédéric s'ils veulent bien prendre la parole, s'ils sont là, ou à Philippe Christophe s'il est arrivé. Alors, quelques petits mots sur le salon des occasions du multicoque de Canet, où en effet, Frédéric a normalement pu nous connaître, et puis on a vécu tous un vrai engouement sur le Club One. Frédéric, je vous laisse peut-être partager quelques mots si vous le souhaitez. Oui, bonjour. Donc effectivement, on s'est rencontrés il y a moins d'1 mois, donc j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'ai même signé aujourd'hui, donc vous voyez que c'est tout nouveau. Donc je suis là pour apprendre, pour voir ce que vous proposez et profiter de ces beaux bateaux que vous avez pour naviguer, quoi. Alors ce que vous avez... Et on vous souhaite la bienvenue au sein du Club One. Merci. Alors moi j'aimerais savoir une chose, Frédéric, c'est qu'est-ce qui vous a décidé? On avait un bateau avant qu'on a vendu l'année dernière, donc la question se posait de repartir sur un achat de bateau ou de louer, et votre solution était un compromis entre les deux. Et j'espère que ça va se vérifier, pour l'instant, comme je vous dis. J'ai signé aujourd'hui, donc on va bien voir l'avenir. 2021, ça va compliqué. L'avenir, c'est ce qu'il y a de plus facile, là, parce que maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement l'utiliser. Donc, je crois que là, ça va bien se passer. Alors, si Philippe Christophe nous a rejoints, à ce moment-là, il aurait pu prendre la parole, mais il nous a pas rejoints. Donc, on va continuer à enchaîner, n'est-ce pas, Séverine? Oui, alors ce qu'on vous propose, donc on va attendre que Philippe Christophe vienne faire son témoignage et ce sera peut-être le plus illustratif pour vous
qui venait de signer. Avant cela, alors on a parlé de Monaco tout à l'heure, beaucoup plus proche, on a parlé de Canet, le salon du Multicop, c'était aussi beaucoup plus récent. Effectivement, je crois que Maud pourrait en parler. Alors on avait beaucoup de monde de l'équipe qui est passé de chez nous, mais il y avait surtout beaucoup de monde qui s'est arrêté sur le stand du Club One et un engouement tout particulier qu'on a constaté avec beaucoup de plaisir. Donc beaucoup de gens qui se sont arrêtés sur le bateau, qui sont venus chercher des informations sur le Club One. C'est une offre qui est relativement nouvelle, je pense, dans le domaine. Maud a vécu un moment assez intense, et quand elle est rentrée, elle en a parlé avec beaucoup d'émotion. Donc peut-être que le témoignage de Maud sur Canet. Maud, tu es avec nous? Oui, oui, je suis là. Alors, rapidement, pour revenir sur ce salon qui était riche de rencontres, parce que c'est vrai que on a pu découvrir et rencontrer de nombreux passionnés qui étaient tous émerveillés par le bateau, qui était mis en valeur par Nautique Habitat, dont on parlera aussi tout à l'heure. Et c'est vrai que pour ne rien enlever, on a eu une météo extraordinaire, donc forcément le bateau était sous un beau jour, on peut le dire. Et on a interagi, que ce soit avec d'autres propriétaires de bateaux, comme des personnes à la recherche, d'achat, mais surtout du Club One, en fait. C'est d'ailleurs ce qu'on a ressenti sur le salon. On entendait le Club One sur différentes bouches, en fait, même au sein du village du salon. Donc c'était agréable d'entendre que ce projet faisait écho. Donc de beaux retours sur ce salon. La rencontre avec Frédéric notamment, mais je dirais au moins 10 rencontres qui vont permettre des Club One derrière, donc une belle lancée pour ce beau projet. Également, je pense que suite à Frédéric, peut-être Monsieur Poujol nous rejoindra. En tout cas, on sera ravis de faire la prise en main avec notre skipper et formateur, Sébastien Hilla, dès que les beaux jours, ou en tout cas le déconfinement nous le permettra. On sera ravis de naviguer pour tester la belle voilure de la Pie, ou également disponible au Club One, notre Ferretti 550, qui est au port, lui, de Saint-Cyprien. Voilà quelques mots pour le salon de Canet. Et en effet, pour donner quelques éléments sur Philippe Christophe, qui est notre membre Club One depuis 1 an. Il a eu l'occasion de faire ses 2 prises en main, une moteur et une voile, sur 2 demi-journées en début de saison dernière. Puis ensuite, il a pu partir seul sur plusieurs week-ends et pour ensuite partir aux Baléares. Il nous a bien fait rêver sur ce coup-là. On diffusera de belles images là-dessus. Il a fait Minorque avec la Pie. Ah, je vois que Christophe est là. Bonjour Christophe et bienvenue parmi nous. Bonjour Phil. Vous m'entendez? Oui. Un peu enchaîné. Bonsoir à Philippe, effectivement, qui nous a rejoint. Philippe, est-ce que tu as le son sur ton micro? Est-ce que tu vas être à même à froid d'intervenir sur ton expérience réussie de Club One de cet été autour des îles Baléares? Vous m'entendez? Oui, absolument. Je suis audible. Bon, il y a la vidéo, il y a le son. Voilà, c'est bon. Allô? Oui, on vous entend, on vous entend. Alors, bonsoir à tous et veuillez m'excuser pour ce retard. Donc je suis un bénéficiaire du Club One. Je dis bénéficiaire puisque ça fera 1 an en janvier que je bénéficie des prestations du Club One, c'est-à-dire la mise à disposition de ce bateau pendant 14 jours. Alors, cette proposition qui m'a été faite correspond exactement à mes attentes. Comme pour la plupart peut-être des gens qui sont présents ce soir, qui ont fait de la voile jeune sur des riveurs, qui sont passés sur des unités un peu plus importantes avec des amis, mais par manque de temps, et puis il ne faut pas négliger l'aspect financier quand même, j'avais remis à plus tard ce projet. Et j'ai rencontré Thierry, le dirigeant qui s'est présenté, je pense, à vous.
et qui a monté cette offre, ce projet, et j'ai trouvé ça en adéquation avec mes attentes. Et donc, nous avons pris le bateau en main, sitôt le contrat signé, appuyé par Maud quand même et son équipe, puisqu'en fait le gros avantage c'est que en échange de ces journées, le bateau il est prêt quand même. Donc un coup de téléphone et puis on est sur l'eau. Et grâce à Thierry qui m'a permis la prise en main du navire pendant 2 week-ends. Parce que bon, entre un catamaran et un monocoque, il y a quand même une petite différence, ne serait-ce que par le volume déplacé. Et au final, j'appréhendais énormément ces 2 journées, puis ça s'est fait assez facilement. Et donc, l'idée, et ça tombait bien, avec nos histoires de confinement et de Covid, on a pu profiter cet été du bateau pendant 15 jours, c'est-à-dire que mon frère, qui était avec moi pour ce périple, mon frère et ma sœur, donc nous étions 9 sur le bateau, j'ai mis ma semaine et mon frère a acheté une semaine supplémentaire. Donc nous sommes partis 15 jours et nous sommes allés au Baléares. Bien nous en a pris parce qu'il n'y avait pas grand monde. Donc pour les manœuvres, c'était beaucoup plus facile. Et puis, écoutez, la découverte, c'est quand même d'une traversée de la Méditerranée, chose qui n'est pas forcément évidente. L'apprentissage des cartes marines, de tous les outils aujourd'hui modernes et informatiques pour trouver son chemin. Et puis, on est arrivé malgré tout à bon port, on ne s'est pas du tout trompé. Voilà, et au retour, remise du bateau, un petit nettoyage, on a remis les clés à Maud et puis c'était fini. Donc, très facile d'usage et une adaptation parfaite à mes attentes. Voilà ce que je pouvais dire du Club One pour les 11 mois de pratique. Donc, malgré le Covid. Pour quelqu'un qui était stressé au départ pour les manœuvres au port et la navigation, le stress il est vite parti. Comme quoi c'est miraculeux. Oui, alors c'est vrai que aujourd'hui où les libertés se réduisent, on a retrouvé un élan, le plaisir de la découverte d'autres choses, en famille, qui plus est. Bon, mon frère et ma sœur qui m'accompagnaient sont quand même marins, parce que bon, sur les 9, il vaut mieux avoir quand même quelques équipiers avertis quand même. Et puis, oui, ça se fait. Oui, c'est vrai qu'en étant prudent et en anticipant, les choses se font à partir du moment où le bateau est sain. Il est de bonne qualité, et il n'y a pas eu de vis qui sont apparus. Donc, on a pu naviguer, profiter pleinement de notre séjour là-bas sans se soucier du matériel. Bien, mais merci Philippe de ce témoignage qui va sûrement finir de convaincre, non parce qu'il est déjà convaincu Frédéric, mais le rassurer que le plus dur était passé et maintenant il n'a plus qu'à utiliser le bateau et à profiter de tous les services qui lui sont offerts dans le cadre du Club One. Et d'ailleurs, j'espère bien. Et à commencer. J'espère bien que l'on sera nombreux. Ah ben voilà, ça commence. Parce que le gros avantage, c'est quand même de pouvoir participer quand même. Parce que le manque d'équipiers, c'est quand même souvent quelque chose qui fait défaut. Ah, ça c'est une autre chose effectivement que nous avions évoqué lors des précédents événements, que finalement de créer cette communauté et ce club, c'est aussi des rencontres et des possibilités nouvelles de naviguer. Et parfois on se bride parce qu'on est seul, parce que on est peu nombreux, alors qu'on pourrait combiner, des sorties. Effectivement, Philippe, tu fais bien de le souligner. Donc Frédéric, bienvenue encore une fois en tant que nouveau membre du Club One. Et comme l'a dit Philippe, et là j'insiste sur ce point, il y a un temps de prise en main. Il y a un accompagnement alors qui est réalisé soit par Jean-Marc qui est présent ce soir, Jean-Marc Nozeran, ou soit par Sébastien qui interviendra, notre skipper partenaire qui est formateur également à voile, mais il interviendra tout à l'heure, on en parlera plus avant. Prochaine étape, je crois qu'on va faire parler Fabrice et Sandrine qui ont parlé de partenaires, qui sont eux sur Canet, c'est ça Séverine ?
Alors, il y a plusieurs possibilités, mais je ne sais pas qui est connecté exactement. On a on a François et son bateau électrique qui peuvent intervenir, et on a également donc Fabrice et Sandrine qui doivent être connectés. Je ne sais pas. Alors, bonsoir. Voilà. Alors, c'est Fabrice qu'on a entendu, je crois. Et oui, voilà, je les vois tous les deux apparaître sur notre écran de retour. Bonsoir à eux. Alors, ils vont se présenter, mais simplement, voilà des belles rencontres, des personnes qui arrivent dans la région, qui sont nouvelles dans la région, et avec qui on est en train de discuter d'un certain nombre de choses, et ils ont la particularité également d'être distributeurs de la marque Aventura. Mais Fabrice et Sandrine, la parole est à vous. Bonsoir tout le monde. Nous sommes installés à Canard-Roussillon. Nous sommes concessionnaires Aventura et Selva pour la Méditerranée. Donc on a eu l'occasion de rencontrer Maud et Jean-Marc. C'est d'abord Jean-Marc qu'on a rencontré. Jean-Marc qui nous expliquait un peu le club. Ensuite on a rencontré Maud. Et on va essayer de promouvoir notre marque Aventura et de comment on va faire l'acquisition d'un Aventura 37 en milieu d'année prochaine, le mettre à disposition. Merci Fabrice pour ce partage. En effet, l'Aventura 37, puisque tout le monde peut-être ne connaît pas ce bateau, c'est un beau catamaran. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire un petit peu à quoi est-ce qu'il ressemble pour nous faire rêver? Nous, on va faire l'acquisition d'un 37 en 3 cabines, une cabine master, et dans notre coque, 2 cabines avec une salle de bain et une salle de bain pour les 2 cabines. Ensuite, il sera motorisé en 30 chevaux Yamaha. On a pris aussi différentes options, bain de soleil sur le roof, les bains de soleil avant, juste devant le trampoline. Ensuite, intérieurement, qu'est-ce qu'on a pris? Je sais plus. Normalement, on a les images qui devraient défiler. On va les voir dans pas longtemps. La plaquette, elle en dira plus que nous parce que c'est un bateau qu'on va découvrir aussi. On a acheté le numéro 1. Donc voilà. Et ensuite, on aura Genaker et Spinnaker aussi dessus. Je pense qu'il y a les moyens de s'amuser ce bateau. Bon, il fait 11 mètres de long par 6 mètres de large à 5 cm près. Donc voilà, et après, il y aura une petite annexe dessus avec un moteur 6 chevaux. Je pense que ça sera donc un beau bateau pour faire justement la Méditerranée et pourquoi pas plus. Il sera donc la Corse, pourquoi pas. Donc un beau candidat, Maud, je me permets de reprendre la parole après cette intervention. Un beau candidat pour Club One propriétaire. C'est une autre facette de Club One, comme vous le savez. La possibilité de mettre à disposition du club son bateau, bien sûr dans des usages totalement contrôlés par Ethics Yachting, pour faire en sorte que les bateaux d'abord soient bien entretenus et mis à disposition dans de bonnes conditions. Bien. Alors, merci Fabrice et Sandrine pour votre intervention, et je suis sûr qu'on aura plein de belles choses à faire, puisqu'on a quand même une belle proximité à Canet pour dynamiser ce port et les aventures prochaines. Là, je voudrais à présent donner la parole à François Josic, qui doit être connecté, d'après ce qu'on me dit. Je le vois, ça y est, apparaître sur l'écran de contrôle. Alors François, là aussi, c'est encore une rencontre. Vous voyez, c'est remarquable depuis qu'on a lancé cette initiative de Club One. Ces réseaux s'agrandissent, ça crée de belles rencontres dont on a besoin. Et François, c'est cet été qu'on s'est rencontrés, donc c'est tout récent. Mais on n'aurait jamais pensé parler de yachting ou de bateau. Eh bien si, et vous allez voir, c'était pas gagné d'avance, parce que le métier de François, c'est pas vraiment le yachting. Remarquez, vous me direz que notre métier initial, c'était pas vraiment le yachting. Mais François, je te laisse intervenir. Bonsoir à tous. Merci de m'accorder ces quelques instants pour vous expliquer le projet Magonis, qui est un projet
de bateaux électriques. Alors effectivement, le yachting, c'est pas du tout mon métier, mais dans mon cas, c'est grâce au Covid que j'y suis arrivé. Je suis spécialisé dans l'événementiel et dans les festivals de musique en Espagne, au Portugal et dans d'autres pays. Ma activité qui a fatalement été complètement stoppée vu la pandémie. Alors, l'idée du bateau électrique vient d'une première réflexion, c'est que le monde de la mobilité s'électrifie. On le sait, on connaît tous les Tesla, aujourd'hui les camions, les motocyclettes, les scooters, les vélos, les planches de surf, enfin à peu près tous les éléments de mobilité s'électrifient, et il y a encore relativement peu d'offres de bateaux électriques qui sont présentes sur le marché. Et pour cause, il y a un problème essentiel, c'est que les bateaux électriques, pour avoir une certaine puissance et une certaine autonomie, ont besoin de batteries. Ces batteries sont très lourdes. Et donc, plus on a besoin de batteries pour se déplacer loin, plus le bateau est lourd. Plus le bateau est lourd, plus on a besoin de batteries pour pouvoir se déplacer loin. Et bon, on arrive à un cercle vicieux qui est compliqué à rompre. Néanmoins, on a eu la chance par une acquisition de trouver une solution dont je parlerai dans un instant. Autre réflexion sur le Covid qui me paraît extrêmement intéressante aujourd'hui, c'est que pour ma part, je vois cet investissement dans le projet de réalisation de bateaux électriques, une opportunité énorme qui survient en fait grâce au Covid et finalement pour plusieurs raisons. Le constat, c'est que on a vu notamment en Espagne et dans d'autres pays que la plaisance et notamment le charter, la saison s'est plutôt bien déroulée parce que les vacanciers, les résidents de milieux urbains ont décidé de s'échapper là où ils pouvaient, proches sur leur côte, que le bateau était finalement une solution idéale pour se garantir une forme de distanciation sociale immédiate. Si on est sur un bateau, on n'est plus en contact avec d'autres. Ça permet aussi d'être en liberté. On ne doit pas porter le masque quand on est avec sa famille sur un bateau. Bref, beaucoup de personnes ont découvert plein d'avantages à la navigation. Et on a des statistiques, en tout cas, qui nous sont sorties en Espagne, mais qui sont, je pense, valables pour d'autres pays, qui sont les suivantes. D'abord, il y a eu cet été à peu près 50% de personnes parmi les offres notamment de location bateau, enfin d'usagers, qui sont des personnes qui n'avaient jamais navigué auparavant. Alors ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on a une toute nouvelle possibilité qui s'offre à nous, de gens qui n'ont jamais navigué et qui sont en train de découvrir. Deuxième chose intéressante, c'est qu'on voit que plus en plus de femmes s'intéressent à la navigation, alors que c'est un monde qui était plutôt masculin, et on le voyait d'ailleurs dans les publicités, etc. On voit que l'acheteur du bateau est plus souvent un homme. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer. Et troisième donnée, les jeunes. Les jeunes de 18 à 30 ans, qui est aussi un des segments qui est plutôt en forte croissance sur les expériences de navigation nouvelles cet été. Et donc ces trois éléments m'ont convaincu qu'investir d'une part dans le nautisme était la bonne chose, mais encore plus dans la navigation électrique. Électrique, parce que c'est plein d'avantages en termes d'environnement. D'abord, on n'a pas d'émissions, on n'a pas d'odeur, on n'a pas de bruit, il n'y a pas de contamination acoustique, donc ça c'est quand même un avantage phénoménal. On sait que les amarres sont de plus en plus difficiles à obtenir dans les ports, donc comme le disait Thierry, en France notamment, on va voir qu'un certain pourcentage d'amarres vont être réservés aux bateaux électriques.
dans le futur. Aujourd'hui, on parle de 1%, mais on parle dans un avenir proche de 5%, donc c'est quand même une donnée intéressante. On voit aussi que des tas de réserves naturelles et de parcs qui sont aujourd'hui protégés vont promouvoir un accès exclusif aux bateaux électriques. On en parle dans la région de Cap des Cléous, où je suis. On en parle aussi dans les Baléares, du côté de Minorque. Donc le bateau électrique, il a plein d'avantages. Et tous ces nouveaux plaisanciers, eh bien, je suis assez convaincu qu'ils chercheront des solutions en ligne avec leur mode de vie. Aujourd'hui, les jeunes achèteraient plutôt une voiture électrique, une voiture à combustion thermique. Eh bien, ils achèteront plutôt, selon nous, un bateau électrique. Non, ils vont pas l'acheter, ils vont le partager, ils vont lui. Alors, c'est là où je viens, c'est qu'on a aussi ce public nouveau valorise beaucoup plus l'expérience à la propriété. Et donc là, on s'est demandé, tiens, comment est-ce qu'on séduit ce public plus jeune? Parce que nous, on parle d'un relativement petit bateau. L'image qui vous a été montrée, c'est notre projet de bateau hybride qui est un bateau 12 mètres qui est plus grand. Aujourd'hui, on est sur un bateau beaucoup plus petit, un bateau de 5 mètres, qui vaudra à peu près 40 000 €, mais qu'on veut proposer en formule boat club. Et ça, c'est effectivement grâce à cette rencontre avec Thierry, où on avait ça quelque part comme idée, mais aujourd'hui que l'on veut concrétiser, où on veut proposer le bateau à l'expérience à une mensualité de 349 €. Donc ça nous permet de nous adresser à de nouveaux publics, à des gens qui n'ont pas l'habitude, qui n'auront pas cette nécessité de la propriété, qui n'ont pas le besoin d'être en permanence à côté de leur bateau, mais qui pourraient entrer dans un programme où ils auraient droit à 30-40 jours de navigation par an pour un budget relativement modeste. Donc, ce sont des bateaux qu'on va proposer à la vente, mais on estime qu'à peu près 50% de notre développement pourrait venir des boat clubs et du partage d'expériences sur nos bateaux électriques. Merci François pour ton intervention. Alors pour votre information, François est connecté de Port de la Selva. Donc il est en Espagne, résident barcelonais habituellement, mais en ce moment à Port de la Selva. Et j'espère qu'il profite du beau temps et du soleil au bord de la mer. Il a bien de la chance. Merci beaucoup pour ce témoignage. On voit que les innovations ne s'arrêtent pas. Il y en a d'autres comme nous qui ne se sont pas endormis pendant cette période. Non seulement on s'endort pas, mais en plus on tâche d'embarquer du monde avec nous dans cette énergie et dans cette volonté d'avancer qu'on a. On la partage avec certains d'entre vous, et donc on a voulu faire témoigner ce soir plusieurs personnes avec qui on est en train de faire évoluer notre offre. Alors on va parler un petit peu gastronomie, on va parler passion et technicité, et on va parler déco, pour que nos offres évoluent vers plus d'innovation, vers plus de premium, vers un panel plus large de ce qu'on peut proposer. Estelle, un petit zoom côté grande cuisine ? Ouais, alors du coup c'est un partenariat qui dure maintenant depuis un certain moment, que nous avons mis en place avec un chef étoilé de la région, plus exactement de Banyuls. Mais Pascal, je crois que tu es connecté ce soir et je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Oui, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir sur votre réunion. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Ok, super. Bonsoir à tout le monde. Merci donc pour votre accueil. Parlons gastronomie. Déjà, l'initiative de Club One, c'est vraiment... j'écoute depuis tout à l'heure, c'est vraiment super. C'est vraiment une initiative qui est géniale pour réunir tous les amoureux de la navigation et du partage. Et c'est ce que je fais moi au niveau de la gastronomie. Je fais partager mon savoir et mon expérience culinaire d'artisan cuisinier avec mon épouse Marie-France sur notre activité, donc étoilé Michelin à Bagnols-sur-Mer, mais que l'on propose ou que l'on peut proposer au cours d'une navigation avec Ethics. Oui, et effectivement, d'ailleurs, dans ce sens-là, nous avons eu un échange
il y a quelques jours, parce que du coup, tu souhaites mettre en place plusieurs coffrets cadeaux à l'occasion des fêtes, que si tu veux, je te laisse présenter en quelques mots. Eh bien oui, alors on est en train de remodeler notre offre, pas à cause du Covid, mais bon, ça y est quand même tenu puisque l'établissement est fermé. Ça va être les fêtes de Noël, les gens vont pouvoir, au lieu d'aller au restaurant, éventuellement passer commande d'un coffret cadeau gastronomique. Et on a pensé donc à Ethics Yachting pour mettre en place, on a un séjour navigation gastronomique avec que ce soit sur le Léopard 40 ou sur le Ferretti, que les gens puissent naviguer une journée ou 2 journées avec un repas à bord étoilé Michelin et avec un séjour soit une journée, soit 2 journées, avec le repas aussi dîner au Fanal, avec visite des caves. Voilà, bon, c'est un compromis et une offre qui sera diffusée là d'ici une semaine. Ça sera en ligne. Ouais, exactement. Et j'espère du coup que ce partenariat continuera encore longtemps et qui fera des heureux. Donc c'est effectivement une des offres que vous pourrez découvrir dans les prochains jours sur nos sites internet respectifs et du coup que je vous laisserai découvrir. Merci encore Pascal pour ton intervention et je te dis du coup à bientôt. Maintenant nous allons passer. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Maintenant, nous allons passer à un deuxième partenariat que nous avons mis en place avec Sébastien Hilla, notre skipper professionnel et fondateur notamment de Cap Béarvoile. Donc Sébastien, je crois que tu es là aussi, que tu es parmi nous ce soir. Donc je vais te laisser aussi te présenter avant d'aller plus loin. Ah. Notre skipper s'est échappé, s'est évadé. Ah, revoilà le skipper. On ne t'entend pas Sébastien, il faut que tu mettes ton micro. Oui, bonjour à tous. Je n'ai pas entendu la présentation parce que j'ai eu un petit problème technique avec la Wi-Fi. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé il y a 2 minutes avant. Je parlais du coup du partenariat que nous avons mis en place ensemble. Puisque tu es donc notre partenaire pour tout ce qui est prise en main et pour skipper notamment tous nos bateaux. Et donc, je te laissais te présenter en quelques mots. Je suis Sébastien, je suis skipper, enfin plutôt formateur. Moi, j'aime plutôt cette dénomination. Et donc, je forme les personnes sur habituellement plutôt le monocoque. Et depuis quelques temps, je suis passé un peu plus au catamaran grâce à Ethics Yachting. Et donc j'ai fait 2 événements avec Ethics Yachting, enfin 3 avec le salon de Cannes-Roussillon, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Et j'ai fait 2 sorties, une avec, vous avez entendu au début de la présentation, il y avait des événements, je n'ai pas retenu tous les noms, mais donc il y en avait une avec une famille russe. Avel. Voilà. Et la deuxième, c'était Bernard, je crois, si je me trompe pas de Bernard Coste. Prénom. Voilà, donc c'est une sortie très très agréable, ça s'est très très bien passé, je pense. Et voilà. Donc, et oui, effectivement, c'était des séjours qui se sont merveilleusement bien passés, vu que tout le monde en est sorti émerveillé et ravi, et notamment avec tes super conseils, puisque tu as pu les aiguiller sur comment on pouvait naviguer avec un catamaran. Et c'est d'ailleurs dans cette dynamique-là que nous avons mis en place de nouvelles offres pour accompagner à la prise en main de catamarans, puisqu'en discutant ensemble, on s'est rendu compte que c'était des offres qui n'existaient pas forcément et que parfois on se retrouve un peu seul quand on sort, quand on vient d'acquérir le permis. Alors Estelle, je te coupe 2 secondes. La régie m'informe pour les curieux d'actualité que les règles du confinement resteront inchangées au moins pour les 15 prochains jours. Donc n'allez pas regarder le Premier ministre. Voilà, vous avez l'info en direct au moins pour les 15 prochains jours. Et dernier témoignage donc sur un partenariat d'éco peut-être ? Oui, effectivement. Donc déjà merci Sébastien pour ta confiance et pour tout ce qu'on partage ensemble avec Club One et ses différentes offres. Et nous sommes sûrs que ça ira loin. Donc je vais laisser maintenant la parole à Maud et Sandrine qui vont nous parler d'éco, du coup.
En effet, parlons d'éco, parlons Nautique Habitat, ou plutôt que d'éco, boat staging. Donc Nautique Habitat, c'est une marque créée par Sandrine Chauvin. Sandrine, nos chemins se sont croisés grâce au nautisme, parce que cette passion nous rassemble. Et on le sait, la décoration à bord fait toute la différence. On s'en est rendu compte au salon, notamment parce que Nautique Habitat avait refait tout l'intérieur du bateau en termes de déco et ça a tapé dans l'œil de beaucoup de personnes. Est-ce que, Sandrine, tu peux nous dire 2 mots sur le boat staging et ce que ça représente à tes yeux? Bien sûr. Eh bien, merci à vous donc de me donner la parole ce soir, une deuxième fois. Voilà, donc même si je vois pas beaucoup de navigatrices ce soir, mais d'après les statistiques que nous a donné François tout à l'heure, il semblerait qu'elles soient de plus en plus nombreuses. Oui. Et donc voilà, on s'en félicite. Donc j'espère que les messieurs, même si je leur parle pas de pêche, de voile, de moteur, seront quand même attentifs parce que je suis sûre que vous aimez tous bien manger et bien recevoir. La preuve avec aussi l'intervention de Pascal Borel sur la gastronomie à bord, qui est un vrai plaisir, voilà, donc le boat staging, en fait, on va parler français, hein, c'est de la décoration de bateau. Donc c'est créer un univers dans lequel chaque famille de plaisanciers pourra se sentir bien. C'est pas parce qu'on est à bord d'un bateau qu'on doit se priver de décoration. On n'a pas, voilà, on peut aussi mettre des cadres dans son bateau. On peut aussi avoir de la jolie vaisselle. On peut aussi avoir des jolies nappes. On peut aussi avoir des beaux coussins, de la belle literie, des jolies couettes. Et tout ça pour rendre son bateau unique à son image, bien évidemment. Et voilà. Donc au départ, j'ai l'aventure de Nautique Habitat, c'est un constat que je fais en achetant avec mon mari un bateau. Et donc, moi, je naviguais déjà depuis longtemps avec mes parents, donc j'ai 40 ans de navigation avec eux et puis ensuite en famille. Et j'ai constaté en fait dernièrement que l'offre nautique n'avait pas beaucoup avancé et qu'on était toujours avec les petits pots blancs qui commencent à jaunir un petit peu, avec la rose des vents, avec la petite encre et puis des petits boutons enroulés autour, voilà. Et donc j'ai eu envie de faire souffler un petit vent de nouveauté sur l'aménagement de son bateau. Voilà, donc j'ai créé une marque qui s'appelle Nautique Habitat, où j'essaie de coordonner des couleurs, des matières choisies pour l'univers nautique, bien évidemment, avec des matières très résistantes, mais qui sont aussi jolies, transparentes, avec de l'éclat. Et voilà, et je suppose que certains qui ont pu découvrir ce que j'ai fait sur le bateau d'Ethics à Canet sur le salon, ont pu voir que effectivement c'était différent. Voilà, donc c'est ce que je veux faire. Donc aujourd'hui on parlait de coffret tout à l'heure avec Pascal Borel. Je suis en train de concocter des coffrets. Donc des coffrets tendance qui seront tout prêts en fait, tout prêts à prendre et à mettre directement dans son bateau. Je peux aussi travailler avec les professionnels pour les conseiller dans l'aménagement des bateaux, dans la présentation, s'ils ont effectivement des bateaux à la vente, parce qu'on peut aussi prendre ce service-là lors de la vente d'un bateau, et on peut le mettre en valeur justement pour le vendre et le sublimer. Et puis après, c'est pour tous les plaisanciers, hein, voilà, au travers soit d'une offre d'un e-shop qui est en ligne, soit au travers bientôt de coffrets. Mais bon, après, on aura l'occasion tous, j'espère, de pouvoir se rencontrer après cette sale période d'isolement. Voilà. Merci à tous.
Merci Sandrine pour ton partage. Merci Sandrine, merci Maude. Donc vous voyez que par les témoignages de ce soir, déjà on est obligé d'en sélectionner quelques-uns. Tout le monde ne peut pas parler immédiatement, en tout cas pour présenter leur offre, mais il y a une vraie convergence, une vraie dynamique avec des nouveaux arrivants, pas forcément dans la plaisance, mais avec une volonté vraiment de la transformer, avec ce dernier exemple sur le bot staging, qui faisait partie d'ailleurs de la stratégie d'Ethics Yachting dès le départ, avec l'idée que le Club One propose à chaque sortie ou pour chaque usager une décoration qui lui est personnelle. Parce que l'idée, c'est que vraiment on est dans le bateau par l'usage, mais ce bateau doit vous ressembler. Et donc la décoration est un élément de singularité, peut-être de différence que vous voudrez imprégné en étant Club One usager dans le bateau. Et donc bienvenue à Nautique Habitat à nos côtés, et je rappelle que Sandrine effectivement était très active sur le salon de Canet au même titre que Sébastien d'ailleurs, et ils étaient tous les deux franchement de bons ambassadeurs de Club One à leur façon. Je voudrais d'ailleurs revenir un instant sur l'offre que nous proposons cet hiver. Faites-vous-en l'écho sur la prise en main du catamaran ou même du ferretti. Vous le verrez, elles sont sur notre site internet, mais avec Sébastien, on a monté une offre de prise en main assez agressive où on peut passer une journée sur le bateau à 8. Alors on a essayé de limiter le nombre de personnes pour que les conseils pédagogiques de Sébastien soient efficaces bien évidemment, mais on a une journée complète sur le bateau avec un conseiller expert pour un tarif qui défie toute concurrence. Certes, c'est en hiver, mais Sébastien le premier dira probablement que naviguer en hiver, et beaucoup d'entre vous le savent, c'est aussi fabuleux parce que la luminosité est exceptionnelle et parfois la mer aussi. Bien, voilà, je voulais revenir sur ces deux points. Le dernier point, sur Pascal Borel, effectivement, ça fait quelques années qu'on travaille avec Pascal. Philippe, avant d'être même membre Club One, l'a déjà utilisé avec son équipe sur ses bateaux. Et on pense effectivement que cette association, encore une fois territoriale, du terroir et de la qualité, avec notre étoilé Michelin préféré, je dirais, sur nos bateaux, ben voilà, on est en train de renforcer ce partenariat. Et je vous assure, profitez-en, faites-en profiter parce que c'est des moments assez rares, surtout quand on est en baie de Collioure, face à ces monuments, face au château, c'est formidable. Bien, merci pour vos témoignages, et je crois que maintenant, Marie, c'est plus Séverine qui est à côté de moi, mais c'est Marie que vous allez découvrir, qui s'occupe chez Ethics Yachting du marketing, notamment du marketing et de la communication avec Estelle et Maude, va introduire un temps de concertation parce que pour ceux qui ne le savaient pas, notre truc c'est quand même de rassembler, d'inspirer, de se concerter, de vous écouter, que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer sur un sujet très particulier qui va être notre offre peut-être pour l'année prochaine, une nouvelle offre qu'on a bien envie de monter ensemble. Merci Thierry, bonsoir à toutes et à tous. Merci à tous nos intervenants pour leur témoignage tout au cours de cette soirée. Alors effectivement, comme vous avez pu le voir, Ethics Yachting ne s'endort pas, ne s'est pas endormi cette année. On a eu de nouveaux membres Club One, des offres qui se sont enrichies avec de nouveaux partenariats, des projets pour étendre la flotte. Comme vous le voyez, l'équipe regorge d'idées pour faire évoluer l'offre du Club One et pour partager sa passion au plus grand nombre. Mais comme on l'a dit, le Club One et Ethics Yachting existent aussi grâce à vous et surtout grâce à vous. Donc on a besoin de ces temps de partage, d'échange qui vont nous aider à enrichir notre offre demain. Alors ce qu'on vous propose maintenant, c'est de partager tous ensemble vis-à-vis des expériences que vous avez pu vivre, vos plus belles expériences sur la Méditerranée. Nous avons en tête une nouvelle offre pour le Club One. Pourquoi pas un tour géant de la Méditerranée avec le Club One. Et on aimerait connaître tous vos plus beaux endroits, vos plus belles expériences que vous avez pu vivre dans cette localisation. Alors je vais demander à la régie si vous pouvez nous afficher l'ensemble des participants que nous avons ce soir autour de cette table virtuelle.
Et je vais vous donner la parole tout simplement. Parlez-nous de vos expériences, de vos vacances, peut-être si vous avez pu partir cet été ou les années précédentes. À vous la parole. Quels sont les lieux, quels sont les endroits que vous souhaitez partager avec nous ce soir? N'hésitez pas à allumer votre micro, surtout, si vous souhaitez vous exprimer pour qu'on puisse bien vous entendre. Alors, les voyages de la saison, déjà. Est-ce qu'il y en a qui sont allés au-delà des Baléares, je crois savoir, et Jean-Marc Nozeran, qui n'est pas encore intervenu, mais qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est connecté, je crois, peut dire, lui, quelques coins de navigation qu'il connaît en Méditerranée, et il sera relayé de tous les autres, j'en suis sûr. Alors, l'idée, vous l'avez compris au travers de ce qu'a dit Marie, c'est finalement d'organiser un tour de Méditerranée, comme elle a fort bien dit, mais ça veut dire que le bateau peut être stationné en Corse, puis peut-être en Croatie, puis peut-être en Sicile, puis on ne sait pas, on peut imaginer des tas de choses, parce qu'on a notre bassin de navigation qui est très intéressant, jusqu'aux Baléares bien évidemment, on peut l'étendre, et on peut créer une offre très spécifique en ce sens-là. Donc, quels sont les spots? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir? Alors, Philippe a déjà découvert un petit peu les Baléares cette année. Qu'est-ce qu'il aimerait découvrir d'autre? Frédéric, en démarrant, qu'est-ce qu'il aimerait découvrir? Jean-Marc, qu'est-ce que tu aimerais faire découvrir? Et tous les autres, à vous la parole. Merci Thierry. Bon, c'est une bonne occasion effectivement de parler de l'autre côté de la Méditerranée, puisque bon, moi j'ai mon bateau qui est basé à Bizerte, à côté du chantier Aventura d'ailleurs, et mon prochain bateau sera un Aventura comme Fabrice, juste un petit peu la taille au-dessus. Et j'espère que je l'aurai quelques jours avant toi, pendant le premier trimestre de l'année prochaine. Donc moi, de Bizerte, en fait, Bizerte, c'est un point très très intéressant, non seulement parce qu'il y a des places de port super bien placées et à des prix intéressants, mais parce qu'on est à portée de bateau, en une journée, même pas en 16-18 heures, je suis en Sardaigne, en Sicile, à Malte, et c'est aussi un point de départ très intéressant pour la Croatie, puisqu'on longe le sud de l'Italie, donc on gagne 3 à 4 jours de mer si on veut aller en Croatie, peut-être même plus en fonction du bateau qu'on a. Alors, voilà, cela donc, mon programme habituel. Ouais, vas-y. Oui, voilà, j'allais te dire, ce qui nous intéresse, c'est son programme, voilà. tes spots, ce que tu as vécu. Est-ce que tu dis, bon, ben là, ça vaudrait vraiment le coup qu'on arrive à aller visiter la Sardaigne, visiter la Croatie. Il y a quelques spots intéressants qui seront relayés par les uns et par les autres. Voilà, donc moi je pars tous les étés 2 mois sur le bateau. Donc je connais bien la Sardaigne en particulier, la Sicile, et il y a des endroits magnifiques en Sardaigne, toute la côte est, qui est pour la Corse un peu tristounette. Pour la Sardaigne, la côte est est magnifique, surtout la partie à partir du milieu jusque tout à fait au nord. Hein. Donc là, il y a énormément de criques et avec des paysages superbes. Tout le nord de la Sicile est également très beau avec les îles éoliennes, et c'est vraiment des endroits très accessibles. C'est-à-dire que quand nous on part de Bizerte, on fait notre première nuit de navigation et on arrive au petit matin soit en Sicile, soit en Sardaigne. Et là, on peut commencer cric après cric, des balades vraiment superbes. Donc c'est effectivement des endroits à découvrir, et quand on part de France, souvent on s'arrête au milieu, au sud de la Corse ou au nord de la Sardaigne, et on loupe toute cette partie sud. Donc vous voyez, la Bizerte, c'est le petit point, la partie le plus au nord de l'Afrique. En fait, il y a comme un petit lac, on le voit là-haut, et donc c'est le point le plus au nord. Et vous voyez que on a à peine 100 000 entre Bizerte et le sud de la Sardaigne, Villa Simus, qui
qui est le petit cap qui est au sud-est de la Sardaigne, ou la partie nord-ouest de la Sicile. Après toute la côte nord de la Sicile, vous voyez qui est quasiment horizontale là, et puis les îles éoliennes que vous voyez qui sont un peu au nord de la partie est de la Sicile, et le fameux détroit de Messine, des endroits magnifiques à passer. Et puis aussi, vous voyez au sud de la Sicile, l'île de Malte. Donc tout ça, c'est dans des rayons à moins de 3 jours de mer. Donc c'est vraiment superbe à faire. Alors, voilà. Donc si on fait des trucs autour de la Méditerranée, moi je suis partant et je peux même mettre à disposition à ce moment-là un bateau localement. Alors, effectivement, si on part des bateaux de Club One, et j'imagine qu'on propose à Philippe, Frédéric, etc., un programme de navigation sur la Méditerranée, quel serait le programme qu'on pourrait imaginer? Si d'autres pouvaient s'exprimer sur le sujet, et Jean-Marc éventuellement préciser, par exemple, pour faire la Sardaigne dans de bonnes conditions, il faut y passer une semaine, 15 jours, et je ne parle pas de traversée. Mettons les traversées à part. Il faut une semaine, 15 jours. Pour faire la Corse dans de bonnes conditions, il faut une semaine, 15 jours. Les Baléares, Philippe le disait, il a pris 15 jours pour faire le tour, il me semble, de Minorque. Je suis pas sûr qu'il ait été à Majorque, mais il va rebondir sur mes propos. Et est-ce que une semaine, 15 jours, ça lui a paru court ou la juste mesure? Philippe. Écoutez, 15 jours, non, c'était très bien. 15 jours, on était 9 sur le bateau, et ça s'est très très bien passé. Alors, les conditions étaient clémentes, certes, on n'a pas souffert de conditions climatiques de tempête ou de vent trop important, mais 15 jours, c'était parfait. Et tu inclus... Justement, j'entendais... Hein? Pardon, tu inclus la traversée dans les 15 jours? Absolument. 2 jours de traversée, puisque quasiment, 2 jours de traversée. Et puis après, on a fait le tour de Minorque, mais vraiment tranquillement, quoi, hein. On n'a pas besoin de 15 jours. Nous, on a souhaité le faire en 15 jours, mais au pas de course, ou du moins toute voile hissée, on pourrait mettre une semaine et partir sur les autres îles. Mais bon, c'était pas le but. Le but, c'était de profiter et d'être tranquille, pas stressé. J'ai entendu parler de la Sardaigne, c'est quelque chose que nous avons évoqué avec la famille pour l'année prochaine. Ben voilà. Donc, je pourrais t'envoyer une liste de criques à faire. Voilà, mais justement, alors bon. C'est justement alors, comment vous organisez ça, moi? Mais c'est l'objet de notre discussion. Reste en contact. C'est l'objet de notre discussion ce soir, de marquer un petit peu tout ça. Donc la Sardaigne va rentrer dans ton programme, Philippe, on l'a bien compris, et peut-être d'autres. Pour faire la bonne côte, la côté Sardaigne, la côte Est dont tu parlais, Jean-Marc, toi tu dis, pour la Sardaigne, il faut combien de temps? Moi, je pense qu'en 15 jours, on peut faire un programme superbe. Je parle encore une fois, Jean-Marc, 15 jours hors traversée. Oui, même si on fait sans traversée, si on veut faire que le nord-ouest, qui est très très beau, avec les îles de la Madeleine, on peut faire en une semaine une très très belle semaine. Et si on a vraiment du temps, on peut descendre. Donc les îles de la Madeleine, c'est juste toute la partie complètement au nord est de la Sardaigne, pas très loin de la Corse. On voit d'ailleurs la Corse là. Et il y a même des îles françaises, les îles Lavésie, qui sont aussi très très belles à visiter. Là, il y a de très beaux coins avec une semaine dans ces endroits-là, c'est magnifique. Voilà. Et si on a un peu plus de temps, 15 jours, on peut descendre le long des côtes de la Sardaigne jusqu'à peu près au milieu. Là, il y a le golfe d'Oristano. C'est un beau programme à faire pour un été. D'accord. Après, je sais que Sandrine, elle a navigué plutôt du côté de la Côte d'Azur, peut-être des îles Porquerolles, je sais pas. Si Sandrine est toujours avec nous. Et si on a vraiment le temps, moi, je dirais. Ah, on a été coupé. Oui, je pense qu'on a des petits problèmes de connexion avec Jean-Marc.
Jean-Marc, on a perdu Jean-Marc, donc je vais passer la parole à... Ce jour, j'ai fait le tour complet de la Sardaigne. Voilà. Mais là, on reste... Bon, il faut lui envoyer un petit message sur le chat. Donc, je crois qu'en 15 jours, on fait un beau tour de la Sardaigne, si vous avez compris comme moi. Et donc, après, il y a des envies de voyage. Sandrine, qu'est-ce que tu nous dis sur la Côte d'Azur? Je crois que c'est une expérience récente. Est-ce que ça vaut le coup d'aller naviguer là-bas? Est-ce que tu m'entends, Sandrine? Est-ce que ça vaut le coup d'aller naviguer sur la Côte d'Azur, comme tu l'as fait, il me semble-t-il, ce mois de juillet? Est-ce qu'il y a de belles choses à découvrir? Ah oui, bien sûr. On a une très très belle côte française. On a navigué donc tout le mois de juillet. Effectivement, on a eu un temps magnifique, des ports quasi déserts et un paysage splendide, bien sûr, un temps exceptionnel. Un accueil exceptionnel aussi au niveau des ports, il faut le souligner. Je pense qu'on a été très très bien accueillis sur la Côte d'Azur et en France tout le long de notre mois de navigation. Voilà, quoi rajouter d'autre? Non, il faut y aller, oui. Les spots les plus marquants, qui t'ont le plus marqué, est-ce qu'il y a un spot ou deux ou trois? Oui, au-delà de la petite côte, là, Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est très sympa. Le village de Menton, qui est magnifique, hein, avec des couleurs ocre et très chaudes, qui se jettent comme ça sur la Méditerranée, c'est splendide. Voilà, et puis après, toute la côte est assez sympa, bien sûr, mais voilà. Mais Menton, c'était vraiment une escale à découvrir qu'on connaissait pas et on s'est vraiment régalé là-bas. Et on n'est pas allé au-delà parce que on n'avait pas le temps, donc on n'est pas allé au-delà de Menton et on le regrette un petit peu, mais ça fera l'occasion d'un prochain voyage. D'accord. Et est-ce qu'il y en a qui, parmi vous, ont envie ou ont navigué du côté de la Corse? C'est plus classique, un peu plus loin vue de Saint-Cyprien-Canet, mais pas inaccessible, loin s'en faut. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient bien aller faire le tour de Corse? Bien sûr. Ils peuvent s'exprimer, hein. Je vois des gestes. Jean-Christophe Barouin. Là. Oui. Moi, j'ai navigué cet été. On a fait Ajaccio. On est descendu tout le long jusqu'à Bonifacio, les Lavezzi, et puis on est remonté jusqu'à Porto Vecchio. Et puis ensuite, on est remonté dans l'autre sens. Et on a passé un très très bon moment. Ça a duré. On a fait ça tranquillement sur une semaine, beaucoup à la voile. Alors parce que c'est là aussi, on a tout le temps la sensation que les catamarans sont des bateaux où on a mis un mât et des voiles, mais que tout le monde navigue au moteur. Ça fait un drôle d'effet, mais bon voilà. Et surtout pour des voileux. Mais sinon, moi j'ai trouvé ça superbe. Mais franchement, nos côtes d'ici, je vais être un peu chauvin, mais les côtes d'ici sont très belles aussi. Non, mais c'est bien de parler des autres pour revenir aux nôtres et dire finalement pourquoi aller si loin alors qu'on a de très belles côtes, effectivement, sur Côte-Vermeille, Costa Brava, le Caprius, etc. Mais ça vaut le coup de le faire parce que les Lavezzi et puis l'entrée du port de Bonifacio, c'est un truc extraordinaire, c'est exceptionnel, quoi, vraiment. Voilà. Alors je comprends que pour la Corse, et un certain nombre d'entre nous l'ont réalisé, ça se fait en 15 jours, on peut faire un bon tour de Corse avec des spots effectivement assez éblouissants. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à découvrir et est-ce qu'il y a d'autres paysages que vous souhaiteriez découvrir en Méditerranée? Alors, je crois qu'on a Michel et Nelly qui souhaitent nous partager leur séjour en Espagne, un séjour de 5 jours. On va vous laisser la parole si vous voulez nous raconter un petit peu votre expérience. Bonjour à tous. Donc nous, on est basé à Canet-en-Roussillon, on vit sur notre bateau.
Et on a eu l'occasion de partir 3 fois 5 jours en Espagne, parce que c'est notre fief. Et avec le bateau qu'on a, de toute façon, on ne peut pas se permettre de faire des grands parcours. Donc on se contente généralement d'aller du côté de l'Espagne. Donc on va souvent mouiller à la Calaculip. Et là, dernièrement, la dernière fois qu'on est parti, on a été carrément de l'autre côté, donc du Creus. On a mouillé à Port-Ligat une nuit. Le soir, on a été visiter Cadaqués, parce qu'il faut pas manquer Cadaqués, c'est vraiment joli. Le lendemain, on est reparti de Port-Ligat. On a mouillé à la baie de Guilola, une grande baie qui est à côté, juste à côté. Et bah pareil, hein, on a profité des criques, on va dire. En plus, il faisait grand beau temps, la mer était d'huile, baignade, enfin tout ça, tout ce qui va bien quand on va dans les criques. Le 3e jour, on est reparti de l'autre côté, on a été à la Calaculip. Et après, on s'est dit, allez, on va aller faire un petit tour au port. On a été à Puerto de la Selva. On est passé encore une nuit. Et quand on est arrivé à Puerto de la Selva, comme quoi on n'a pas besoin d'aller très très loin pour voir de belles choses, à 10 mètres de nous, il y a une baleine qui nous est passée devant. Donc ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Et une nuit donc à Puerto, pareil, je suppose que vu qu'on habite un peu tous par là, Puerto, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Une petite ville portuaire qui est magnifique à voir. Et le lendemain, retour dans une autre crique qui s'appelle la Cala Prona. C'est une petite crique qui est vraiment pas très très grande. Donc là, on a l'avantage d'avoir un bateau qui peut le permettre. Il faut savoir que nous, c'est pas un bateau voilé, parce que nous, on est moteur. Et donc, ça permet vraiment d'aller s'approcher au plus près des bords et pour avoir à peu près 2 mètres d'eau en dessous de nous. Donc, ce qui est vraiment très, très agréable. Et le lendemain, donc, retour Canet-en-Roussillon, où on a des amis qui sont partis un tout petit peu avant nous, qui ont eu la chance de voir un banc de dauphins à la baie de Poly. Et voilà, notre retour à Canet, c'est un séjour de 5 jours, grand soleil. Donc, en fin de compte, on a vraiment une côte qui est magnifique par là. Voilà. Donc Michel, c'est la démonstration effectivement de ce qui venait d'être dit. Finalement, pas besoin d'aller trop loin non plus pour en profiter un maximum, puisqu'on a un plan de navigation, un plan d'eau très très intéressant dans notre coin. Alors François qui a un port de la Selva pourra pas démentir, et ce petit port est fort agréable, et effectivement on y voit souvent, on y croise souvent, en tout cas chaque année de manière régulière. Alors cette année la baleine c'était un peu exceptionnel. On devait s'y trouver à quelques encablures, puisque nous aussi nous l'avons vu, mais on voit plus fréquemment des bandes de dauphins, effectivement. Donc le Cap Creus, il y a plein de choses à découvrir jusqu'à Cadaqués, mais aller aussi du côté de l'escalade, de l'Estartite, il y a pas mal de criques jusqu'à Bégour, et en descendant un peu plus bas jusqu'à Yafranc et compagnie. Donc il y a une côte extrêmement découpée avec des petits ports très sympas, très accessibles, et des points de mouillage fort agréables. Donc je pense que ici il y a pas mal dans notre communauté qui s'est agrandie, pas mal de possibilités que l'on doit faire découvrir au plus grand nombre. Alors je voudrais revenir quand même un instant sur cette envie de voyage un peu plus loin, parce que c'est ces découvertes dans notre environnement plus local, plus commun, jusqu'au Baléares. On le connaît, on a matière, on a réalisé des offres, des parcours. Ce qui sera intéressant, c'est finalement de compiler ces expériences de chacun, que ce soit avec une expérience bateau à voile, à moteur, à catamaran ou monocoque. Je crois que c'est très intéressant de continuer à compiler, parce qu'on découvre toujours autrement. Et il y a toujours de belles choses. Peut-être on passe à côté de certaines belles choses. Alors pourquoi je veux revenir sur le voyage plus lointain, parce que Club One, c'est peut-être aussi la possibilité d'apporter le bateau
sur, mettons, un mois en Corse, et on peut être plusieurs membres Club One à se relayer pour aller utiliser le catamaran, par exemple, pour faire le tour de Corse. Si plusieurs membres Club One se suivent sur une année, ben, c'est une façon de découvrir, de partager effectivement les frais aussi, de découverte de sites nouveaux, donc la Corse, la Sardaigne, et pourquoi pas la Croatie. Alors la Croatie, j'ai envie de redonner la parole à Jean-Marc, parce que je sais qu'il y a navigué, pas cette année, mais l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Et il a certainement de belles choses à nous raconter, histoire de vous donner de vous donner envie si jamais vous ne l'aviez pas. Et peut-être que d'autres personnes ici présentes ont vécu ça. N'hésitez pas à intervenir. La Croatie, donc, c'est aussi un endroit vraiment surprenant, parce qu'il y a des milliers d'îles qui sont à peu près entre 3000 et 15 000 de la côte. Les îles qui sont le plus au sud sont des îles comme on peut les connaître, les petites îles qu'on peut voir autour de la Sardaigne, c'est-à-dire des îles avec de la verdure, des petites criques, etc. Et puis un endroit qui est aussi absolument fantastique, où là les îles sont beaucoup plus désertes, comme des montagnes un peu chauves posées sur l'eau, et c'est aussi des endroits assez surprenants. Et là, ce qui est très marrant, c'est que dans des petites criques, on trouve des restaurants là posés sur rien du tout, et on peut être à l'ancre, aller passer la soirée au restaurant, manger des choses délicieuses à des prix absolument incroyables, et c'est vraiment aussi ça vaut vraiment le coup. Donc moi je l'ai fait, je suis resté 3 semaines là-bas parce que j'avais du temps, mais je pense qu'en 15 jours on peut faire une semaine plutôt dans le sud vers Dubrovnik et une semaine dans la partie nord, et vraiment aussi prendre beaucoup de plaisir à vivre. C'est des endroits qui sont très différents de ce que nous on connaît. Merci Jean-Marc de ce témoignage. Donc là aussi, possibilité éventuellement un jour d'amener un des bateaux de la flotte Club One là-bas, et de permettre à l'ensemble de ses membres de partager cette découverte. Alors, dans ce qui reste, alors j'essaie d'aller voir la mosaïque au loin. Quelques-uns qui ne se sont pas exprimés pourraient s'exprimer et partager leur expérience de navigation, ou s'ils n'ont pas l'expérience encore de navigation, parce que François, que je vois au loin, il y a un doigt qui se lève, c'est Sébastien, évidemment. Sébastien, tu as trop de choses à raconter, toi. Vas-y. Oui, alors... Bon, déjà, la Méditerranée, c'est un coin magnifique, quel que soit l'endroit où on va, que ce soit la Corse, la Sardaigne, la Sicile, la Croatie, parce que je viens d'entendre tout à l'heure. Et moi, je suis particulièrement attaché aux Baléares, parce que déjà, les Baléares, c'est 3 îles assez différentes les unes des autres. Et les Baléares, c'est aussi la possibilité d'aller naviguer à des périodes où justement, on ne penserait pas aller naviguer. Et justement, Minorque ou Majorque ou justement Ibiza, sur des périodes comme avril ou mai, c'est des endroits, les Baléares, c'est un peu un microclimat, donc c'est assez sympathique. Et moi, je les ai fait, j'ai eu l'occasion de les faire au mois de février, mars, avril, enfin, ce qu'on appelle le hors-saison. Et franchement, déjà, il y a beaucoup moins de monde, notamment pour ce qui est de Ibiza et Majorque. Minorque, il y a déjà moins de monde en temps normal, donc ça va. Mais pour Ibiza, par exemple, où on pense plutôt à la fête et on pense plutôt à la surpopulation, c'est une très très belle île. Elle n'est pas très grande, on fait vite le tour. Mais sur du hors-saison, sur le mois d'avril par exemple, ou le mois de mai, on peut faire vraiment des très très beaux... des très très belles semaines où on peut passer vraiment des bons moments et dans des endroits vraiment magnifiques, notamment au sud d'Ibiza, il y a une petite île qui s'appelle Formentera, qui est vraiment très très surpeuplée l'été et qui est tellement désertique
à ces périodes-là, et c'est vraiment franchement très très intéressant de naviguer à ces moments-là. Et en général, la Méditerranée de toute façon est magnifique. Donc, quel que soit l'endroit où vous irez, ce sera super. Et c'est vrai. Et les conditions de navigation à ce moment-là dans les îles Baléares, si je remonte au plus tôt, même février-mars, elles sont comment habituellement? C'est vrai que c'est très changeant, mais histoire de rassurer les uns et les autres, est-ce que c'est en hiver qu'on a toujours les mers les plus difficiles? Là, je m'adresse aux formateurs skippers. Alors, c'est vrai que le golfe du Lion, c'est quand même... c'est d'ailleurs l'endroit de Méditerranée qui est le plus vanté, l'endroit d'Europe le plus vanté. Le golfe du Lion, donc ça va à peu près de Marseille et un petit peu plus loin de Toulon, jusqu'au Cap Creus, c'est à peu près ça. Mais il suffit d'être un petit peu patient et une fois qu'on a passé ce golfe du Lion, si on descend sur Majorque, si on descend sur Ibiza, la météo est complètement différente. C'est vraiment très très différent. Et on n'a plus ces gros coups de vent avec tramontane. C'est la mer, hein, donc il peut y avoir des coups de vent aussi, mais c'est beaucoup plus. La météo est beaucoup plus favorable. Et je ne parlais pas de l'hiver, je parlais plutôt du printemps. Je parlais plutôt du avril, mai, juin, voilà, des périodes qui sont vraiment très très agréables sur ces îles. Et voilà. C'est vrai, mais je me dis on prend. Alors c'est vrai que naviguer l'hiver, c'est pas commun, c'est certainement moins agréable que l'été, c'est différent. Je sais pas si on doit dire moins agréable, on n'est pas habitué. Est-ce que il y a des moments peut-être on peut rompre avec les habitudes? Alors notre vie est condensée ainsi l'hiver, l'hiver c'est plutôt le ski, mais la montagne c'est l'hiver avec le ski, c'est la balade aussi l'été. On peut aimer, j'irais, ces paysages dans des conditions très différentes. La mer, c'est aussi à découvrir, je pense, l'hiver. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Alors, peut-être par la technicité, pour l'apprentissage de la navigation, pouvoir manœuvrer aussi parfois dans les ports de manière plus aisée parce qu'il y a beaucoup moins de monde et découvrir des choses qui sont plus compliquées à découvrir en plein été, parce que c'est vrai qu'au mois d'août cette année, le Cap Creus, pour ceux qui ont été dans les 2 premières semaines d'août, même les 3 premières semaines d'août, j'avais jamais vu autant de bateaux dans les criques amassés. Presque les uns sur les autres. C'était assez incroyable. On sent bien qu'il y avait besoin de sortir. Autant juillet c'était calme, que août était extrêmement chargé. Donc ce que j'entends là et ce qu'on partage, c'est qu'effectivement il y a des points de navigation qui nous sont proches aussi et qui sont très 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 agréables. J'aimerais entendre également ceux qui naviguent peut-être moins et qui quelle est leur perception, qu'est-ce qu'ils aimeraient découvrir ou redécouvrir dans notre région. Bonsoir à tous. Nous on peut intervenir on peut pas intervenir sur la Méditerranée parce qu'on n'a jamais navigué en Méditerranée. Mais juste pour confirmer ce que vous disiez, nous on navigue toute l'année en Bretagne, donc on imagine qu'au printemps chez vous, ça doit être relativement agréable. Si on compare à la Bretagne, on n'a pas tout à fait les mêmes conditions climatiques. Ça, nous sommes d'accord. Et puis, on n'a pas tout à fait non plus le même environnement de navigation parce que vous avez les marées que nous, on les ressent pas tellement, quoi. Voilà, mais bon, pour dire que on peut naviguer en toute saison et c'est vrai. Et partout. Donc nous, les intersaisons, ça nous attire pas mal en Méditerranée. Ben oui, en plus, vous, on sait plutôt que côté Bretagne, on sait naviguer dans des tas de conditions différentes. Et peut-être que le crachin ou la pluie vous fait moins peur qu'à nous, côté Méditerranée, où il faut absolument le soleil et les températures. Alors que les conditions de mer pourraient permettre. J'espère d'ailleurs que vous qui n'avez jamais navigué sur la Méditerranée, que ce que vous entendez là vous donne vraiment envie de découvrir, parce que notre environnement de navigation, on ne cesse de le répéter ce soir, est formidable, parce qu'il est extrêmement
varié et finalement assez préservé encore, si je parle du Cap Créus, même si ce mois d'août c'était des conditions particulières, mais autrement il est assez préservé et on reste dans un environnement, je dirais, à l'échelle humaine. Et ça, c'est bien de le dire. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir le plus vite possible en Méditerranée ? On n'a pas fait de liste. En même temps que vous décriviez les différents spots, on a été en train de regarder la carte. Et puis, donc, on est prêt à aller un peu partout. Bon, en tout cas, vous comprenez. Alors, je ne sais pas quels sont vos temps de séjour. Si vous avez des 15 jours, des mois ou tout le temps pour naviguer. Mais effectivement, vous avez de belles choses à découvrir. D'autres voudraient prendre la parole parmi nous ce soir? Personne? Il n'y a que des timides. Moi, j'ai mes coins favoris également. Oui, vas-y, Maud. Je pense que Philippe Christophe, s'il est encore là, se reconnaîtra bien, parce que je sais qu'il est adepte de plongée, notamment. Et il y a 2 spots qui sont pas très loin de chez nous, finalement. Cala Joncol, qui est reconnu pour ses hippocampes. Donc, et son fond particulièrement, qui ressemble presque à des montagnes. Donc, on a la forte sensation de voler lorsqu'on plonge à Cala Joncol, avec la possibilité de manger du poisson tout frais amené par les pêcheurs du petit hôtel bien caché dans les arbres de la crique. Et puis également les îles Médès, qui restent un souvenir pour moi inoubliable, parce que forcément une réserve, et vous pouvez voir d'énormes mérous, vous passez à côté sans forcément trop se préoccuper de vous, des bandes dorades. C'est une nature qui fait du bien parce que on la voit florissante et abondante et ça, on adore. Donc voilà pour mes 2 petits partages. Je les ai mis sur Colidé. Si certains veulent en savoir plus, je serai ravie d'en partager plus tard. Donc effectivement, à Cala Joncol, après il y a les spots de plongée, comme tu viens de le signaler. On pourrait parler de la réserve aussi entre Banyuls et Pierrefitte. Il y a beaucoup de centres de plongée, même à Port de la Selva, il y a pas mal il y a un centre de plongée et la possibilité d'aller dans les différentes criques. Et puis il y a les points aussi de restauration qui sont intéressants, comme tu viens de le signaler. Cala Joncol est assez sympathique parce que il y a l'hôtel, mais il y a le restaurant et le côté féerique de se prendre la bouée ou de jeter l'ancre dans la baie de Cala Joncol et de descendre pour aller se restaurer. Pour ceux qui connaissent, alors en Bretagne, je ne sais pas si vous avez ce genre de spot à disposition, mais sur la côte méditerranée, il y a quelques points de chute qui sont très intéressantes et à portée de voile, si je puis dire, et de moteur, n'en parlons pas. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait intervenir? Oui, je vois une main s'agiter. Oui, Jean-Christophe à nouveau. Oui. Simplement, Daniel Chemla est pas là ce soir, donc le directeur du port de la SPL Sillage, là, directeur du port de Canet. Mais juste pour vous dire qu'on travaille particulièrement, moi je travaille avec lui sur un thème qui est le thème du port de demain. Hein. Et donc on travaille là-dessus. Et puis si à un moment donné on a la possibilité d'en parler entre nous, on vous expliquera un peu sur quoi on travaille, sur tous les aspects d'environnement, de mobilité, d'énergie, de dépollution, etc., etc. Voilà. Et puis pour rebondir sur l'aspect des bateaux électriques, effectivement en 2000, je crois que c'est 21 ou 22, en 2022, les ports, il y aura qui ont plus de 100 places, parce que c'est pas tous les ports, mais ceux qui ont plus de 100 places devront s'équiper obligatoirement de 1% de leur place avec des bornes électriques. Voilà, donc on est quand même dans l'histoire par rapport à notre collègue de ce soir là qui parlait des bateaux électriques. Et effectivement,
c'est quelque chose qui est en train de se développer énormément. Voilà. Alors, je voulais juste rajouter. Mais vous faites bien de le rappeler parce qu'on en parlait au début de cette retransmission, on va dire ça ainsi. Et en plus, Daniel Chemla, on s'est entretenu pas plus tard que la semaine dernière sur ces sujets-là, puisqu'il y a une volonté effectivement de réfléchir, et vous êtes en train d'y réfléchir autour de lui pour envisager le port du futur. Et dans le port du futur, il y a, de ce que j'ai compris dans vos réflexions également, cette ambition de travailler sur les services, l'évolution des services au sein des ports, pour faire en sorte que finalement la plaisance soit de plus en plus accessible et 100% plaisir. On en a bien discuté, il devait être là ce soir avec nous pour en parler justement. Ça n'a pas été visiblement possible, il a dû avoir un empêchement. Ça ne sera que évidemment partie remise. Vous pourrez lui dire et lui témoigner notre attente et lui dire qu'on a bien pensé à lui, parce que l'engagement des ports dans un changement de dynamique autour de la plaisance est particulièrement important. Alors c'est maigre pour François qui évoquait le bateau électrique 1% dans les ports, mais quand il y a il y a quand même de beaux ports sur la côte française en particulier et la côte espagnole dans notre région qui font que 1% ce n'est pas rien non plus. Donc il y a de l'ambition, il y a des opportunités qui sont en train de se dégager dans un monde de la navigation, je pense qu'on le partage tous ici, qui est assez traditionnel parce qu'il y a une belle histoire, une grosse histoire, et dans un monde qui nous secoue tous de manière économique, sociale, mais il y a besoin de réinventer, et j'espère on sera là encore le mois prochain, le mois suivant, à élargir ce cercle de discussion, de réflexion. N'hésitez pas à amener les acteurs de Canet pour discuter la prochaine fois, et on peut joindre ainsi nos forces pour avancer et améliorer les offres de bout en bout, parce qu'on l'a bien compris, on l'a vu. Ce soir, il y avait du boat staging, il y avait de la restauration, il y avait des navigateurs, il y avait voilà, c'est toute une chaîne que l'on doit constituer pour réussir à transformer, pour le plaisir de chacun, l'environnement de la navigation. Je crois qu'il est temps peut-être de conclure, à moins qu'il y ait quelqu'un qui souhaite intervenir à nouveau. Non. Simplement vous préciser que pour garder le lien jusqu'à notre prochaine rencontre, toutes les idées que nous avons partagées ce soir ont été saisies par Maud et Estelle sur notre espace Colidé. On vous partagera le lien à l'issue de la rencontre. Et comme le disait Thierry, c'était une édition ce soir qui fait partie d'une série. Donc nous vous inviterons à nos prochaines rencontres. N'hésitez pas à nous partager vos thèmes de réflexion, d'échange que vous souhaitez qu'on aborde ensemble, et bien sûr à partager autour de vous. Très bonne soirée à vous et à très bientôt. Bonne soirée. Merci à tous.